bienvenue dans cette nouvelle édition de Fara to the Top. Alors, Fara to the Top, on a des vieux, des adultes, des jeunes et des moins jeunes. Enfin, on a de tout. Et donc aujourd'hui, je suis très très content d'accueillir Hoanui Haokula. Je vais y arriver. Hoanui Vana. Yorana Hoanui. Alors, la première question à laquelle personne n'échappe dans cette émission, c'est quel est ton lien avec notre belle commune de Fara? Qu'est-ce qui fait de toi un Tamari Fara? Alors, mon lien avec la commune, j'ai habité depuis ma naissance. Enfin, je suis né en propriété à Butamamo. Et juste avant ma naissance, mes parents ont acquis une maison à Fara. Mais mon papa a grandi à Fara. Un pur produit de Fara. Mon grand-père est de Fara, ma grand-mère est de Fara, tout le monde est de Fara. Ok. Et donc, tu grandis à Fara, tu vas à l'école ici, Notre-Dame-des-Anges? Non, tu vas malheureusement, ma maman travaillait en ville. Ah, ok. Donc, j'ai été à l'école en ville, j'ai fait toute ma scolarité en ville, mais j'ai toujours habité à Fara. Quel quartier? À Orimou. Orimou. Donc, on salue les gens d'Orimou au passage. Et donc, ça ressemble à quoi une enfance, une adolescence à Orimou? On joue dans la rue, on va sur les stades, raconte ça un peu. C'est ça, on joue dans le quartier avec les copains, on va dans la montagne, on joue au vélo, on fait un peu de tout. Vous alliez par la Croix, là, dans ces coins-là? Par la Croix, on allait aussi de l'autre côté, il y a des jours on allait à Saint-Hilaire. C'est vraiment une enfance que plus beaucoup d'enfants. Ouais. On n'avait pas de tablette, on n'avait pas de téléphone, on avait des bicyclettes, on avait des ballons, on allait jouer dehors. On passe beaucoup d'activités à l'extérieur. Et donc, nos spectateurs, nos auditeurs vont découvrir que tu es un sportif, mais pas simplement un sportif, également un businessman. Alors, on va commencer par le sport. Quels sont les premiers sports que tu fais? Est-ce que c'est le football, la rame? Ici à Fara, on a pas mal d'infrastructures sportives, on a des clubs prestigieux. Quelle est ton entrée dans le sport? Alors, mon premier sport, c'était le basket. J'ai fait du basket. Mon papa étant à l'époque joueur, entraîneur, il a entraîné la sélection de Tahiti. Donc, je l'ai forcément suivi dans ce sport-là. Ma maman jouait aussi au basket, donc j'ai commencé par le basket. Ensuite, j'ai tapé un peu du ballon, football. J'ai joué à Tefana. J'ai joué, si je me rappelle, Toussaint, Benjamin. Ensuite, j'avais beaucoup de blessures. Et en fait, on ne comprenait pas pourquoi. Et un jour, j'ai été diagnostiqué du RAA. Donc, oui, j'ai eu le RAA, oui. On peut encore avoir le RAA en l'an 2000. Oui, j'ai eu le RAA. J'ai eu le RAA de 13 ans, il me semble. 13 ans, et donc j'ai suivi un traitement jusqu'à mes 21 ans. Donc là, est-ce que c'était dur de faire du sport avec le RAA ou au contraire, est-ce que faire du sport, ça t'aidait dans le traitement de ton RAA? C'était dur, à mon avis. Tout sport dans une pratique intense est dur, mais je pense que ça m'a aidé dans ma maladie. Ça m'a aidé à avoir un corps sain, à avoir une meilleure condition physique pour supporter tout ce que j'avais. Donc, après, ne pas être en surpoids, j'avais une bonne hygiène de vie. Un mental de battant déjà, alors, qui se forme. Ouais, déjà. Alors, de battant à combattant, il y a un pas qu'on va franchir maintenant. Donc, tu es aujourd'hui un champion de Jiu-Jitsu, on peut dire ça comme ça, avec un bon palmarès que tu vas nous détailler. Et puis, des perspectives là assez intéressantes dans les semaines et les mois qui viennent. Donc, comment tu arrives au Jiu-Jitsu? Est-ce que c'est directement le Jiu-Jitsu? Est-ce qu'il y a d'autres sports avant, la boxe, enfin les sports de combat Alors, j'ai commencé au sport de combat, j'ai commencé à faire du Muay Thai. À l'époque, je m'entraînais à Titioro avec les frères d'Aruzès. Donc, je me suis entraîné 2 ans. Et ensuite, par les forces des choses, Tamato Parquet, qui habite dans le même quartier que moi, qui est mon cousin, s'entraînait lui à l'époque avec un copain à lui. Et c'était un peu un sport nouveau. Le jiu-jitsu, c'était tout nouveau, le MMA tout nouveau. Les combats en cage se faisaient à l'étranger, mais à Tahiti, personne ne connaissait.
Donc il a commencé à nous entraîner et j'ai tout de suite accroché. Et donc c'était les débuts dans le fameux, le world famous dojo de Tavararo sur les hauteurs. Voilà, on salue Tétoaro au passage. C'était ça. Donc on a commencé sur notre montagne, dans un garage d'un ami du quartier. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer le fameux garage de Tavararo pendant plusieurs années. J'ai eu la chance d'acquérir des connaissances, de développer une philosophie qui est complètement différente de ce qui peut se pratiquer dans certaines salles. Et à quel moment tu commences la compétition? Est-ce que tu voulais faire de la compétition? Est-ce qu'au début, les arts martiaux, c'était plus pour trouver un équilibre et puis un peu canaliser peut-être l'énergie que dans les arts martiaux, à la base, c'était plus pour savoir se protéger. Ouais. C'est de la défense plus. Parce qu'à mon avis, tout le monde a peur de quelque chose. Et quand tu te sens agressé par quelque chose, que ce soit un animal ou que ce soit quelqu'un, un être humain ou quoi, tu te sens. Il y a une situation sociale. Il y a une adrénaline qui monte en toi, qui fait battre ton cœur et qui provoque chez toi ce qu'on appelle une peur. Et donc il faut savoir maîtriser ça et faire face à toutes ces peurs. Donc les arts martiaux à la base c'était plus défendre qu'un sport de compétition. Et comment tu es arrivé à la compétition? Alors il y a eu des compétitions locales et donc je m'y suis pris au jeu. J'ai essayé les compétitions locales et ça m'a plu. Parce que tu retrouves cette adrénaline là qui est une peur intérieure et en fait ça... Et tu apprends à gérer. Tu apprends à gérer, tu apprends à te maîtriser, tu apprends à rester calme et ça t'ouvre l'esprit à pousser tes techniques, ton jeu, ton plan de jeu beaucoup plus loin. Alors j'ai interviewé, c'était notre premier invité, enfin tout de top, Tamarifa de Pamataï, qui actuellement, on le salue, en train de défendre son titre de champion de France de taekwondo. Donc on discutait un peu avec lui de la différence entre son sport, donc lui le taekwondo et puis le jiu-jitsu. Bon, lui il ne pratique pas le jiu-jitsu, mais donc, le taekwondo c'est un sport très explosif avec des coups de pied principalement, très très aériens. Le jiu-jitsu, enfin moi je connais à travers YouTube comme beaucoup de gens. On voit beaucoup de parties au sol. Souvent, on essaye d'amener l'adversaire au sol parce que s'il fait 2 mètres, quand il est au sol, il fait plus 2 mètres. C'est un peu le. C'est exactement ça. C'est en fait tout se passe sur le sol. Quelqu'un de 100 kg, le soulever debout, c'est plus la même chose que lorsqu'il est assis, qu'il est en bas. Donc quelqu'un de 2 mètres pareil. Donc contrairement à beaucoup de sports comme le Muay Thai, la boxe, le taekwondo, beaucoup d'arts martiaux qui sont debout, même le judo. Le judo aussi s'est fini au sol avec les 2 omoplates par terre suite à un contrôle. Nous en fait ça se situe au sol, on combat par terre, on commence debout en compétition et l'objectif est d'amener ton adversaire par terre. Et ensuite, par terre, beaucoup de situations d'immobilisation, on finit généralement à la soumission. Et alors, j'imagine que les entraînements doivent être très très fatigants parce qu'on est dans une situation où on est bloqué, il faut arriver à pivoter, ça doit être épuisant. C'est exact, c'est fatigant pour les deux athlètes. Parce qu'il y en a un qui doit immobiliser et l'autre qui doit sortir de cette immobilisation. Il n'y a pas d'instant de relâche, c'est une tension permanente. C'est constant. C'est ça, c'est constant, c'est une pression constante. Et quand vous êtes au sol, comment est-ce que tu arrives à visualiser ce que tu fais avec les différentes parties de ton corps? Parce qu'il y a des mouvements au jiu-jitsu qui sont
complexité, c'est des séquences. Il faut d'abord mettre le pied comme ça pour écarter les jambes de l'adversaire. Ensuite, il faut pivoter le bassin. Alors, enfin, bon, en fait, ça vient avec la pratique. Ouais. Ça vient avec plus tu t'entraînes, plus tu tapes du ballon et plus tu es bon. Plus tu donnes des coups de pied, plus tu es bon. Et nous, c'est pareil. Mais est-ce que tu visualises ce que tu fais ou est-ce que c'est ton corps qui a la mémoire? C'est un peu des deux. Ouais. Dans le sens où il faut que tu puisses sentir, il faut que ton corps soit coordonné entre tes mains, tes pieds, ta tête. Parce que chaque membre de ton corps a un rôle. Tes mains, tu as deux mains, donc ils ont deux rôles différents en même temps. Et tu as deux pieds, donc les deux gens ont un même rôle chaque respectif. Donc ça fait 4 rôles à gérer sur un même mouvement. Ouais. Et ça fait partie de la coordination et ce sont des mouvements qui sont beaucoup travaillés. On s'inspire beaucoup des animaux. Ah oui. Beaucoup des animaux. Dans la phase d'échauffement, on répète des mouvements que les animaux font. Il y a le crocodile, il y a le gorille, il y a l'ours, il y a le crapaud. Alors juste pour ceux qui ne connaissent pas le Jiu-Jitsu comme moi, il y a plusieurs écoles de Jiu-Jitsu aujourd'hui. Je crois que la plus connue maintenant c'est la Brazilian Jiu-Jitsu. Mais toi, quel type de Jiu-Jitsu tu pratiques? Alors, celui qui marche, tu vas me dire. Aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où il existe plusieurs Jiu-Jitsu. Dans le sens où il y a un Jiu-Jitsu qui va être fait pour se défendre, spécial. On appelle ça le self-défense, mais c'est plus un Jiu-Jitsu qui est. L'attaque n'est pas l'avantage, mais la contre-attaque est l'avantage. Tu ne fais que te défendre. Tu ne donnes jamais le premier coup. D'accord. Ensuite, il y a un Jiu-Jitsu que beaucoup de monde pratique. C'est un Jiu-Jitsu qui te permet d'avoir la forme, qui te permet d'oublier quelques soucis de la vie, qui te permet de te soulager sur le tapis. Et il y a le Jiu-Jitsu que je pratique aujourd'hui, c'est le Jiu-Jitsu de compétition. D'accord. Avec. Est-ce qu'il y a comme en karaté l'équivalent des katas, c'est-à-dire des séquences qui ont un nom bien précis et qu'on peut répéter? On dit non, aujourd'hui on va répéter la séquence 1, la séquence 2, la séquence 3. Ou est-ce que tu arrives à inventer toi-même des mouvements, des séquences? Tu n'inventes pas vraiment, mais ce sont des chemins qui se relient tous entre eux. Et par exemple, quand quelqu'un est sur le dos au sol et que toi tu es face à lui, on appelle ça être dans une garde. Et donc pour passer une garde, il existe des millions et des millions et des millions et des millions de façons de passer. Il suffit juste de changer l'endroit que tu tiens, va changer toute une technique. Donc là, il y a aussi la partie observation de ton adversaire, voir si le haut du corps est fatigué, si les jambes sont exploitées aussi ses faiblesses. C'est ça, en fait. Il faut savoir immobiliser son adversaire comme il faut pour que ce soit facile à passer. Donc là, après, il y a une connaissance de l'anatomie que tu cherches à connaître. Parce que la nature, elle a fait le corps humain de façon à ce qu'il y ait des mouvements que le corps humain ne peut pas faire. Voilà, et c'est ça que tu essaies d'obtenir pour avoir un blocage. C'est ça. Dans le sens où, si les gens peuvent essayer, c'est de se mettre le dos au sol, les omoplates au sol et les genoux d'un côté. Donc si toi tu passes au côté opposé des genoux, lui pour qu'il revienne face à toi, il est obligé de remettre ses fesses au sol, se remettre droit et ensuite de se faire face à toi. Et ça c'est dur, il faut avoir des abdos d'acier là. En fait, même si tu as les abdos les plus durs du monde. C'est juste la façon dont le corps est articulé. Quand l'omoplate au sol et tes deux genoux d'un côté, c'est ta colonne vertébrale qui est pivotée. Donc c'est la faiblesse de ton corps. On n'est plus au niveau musculaire, on est au niveau carrément articulation. C'est ça. Donc là, ça fait partie de l'apprentissage, savoir pour chaque articulation jusqu'où elle peut aller et ce qu'elle ne peut pas faire et comment toi tu peux l'exploiter. C'est ça en fait, il faut vraiment essayer de comprendre. Le corps, il fonctionne que d'une façon.
Et une fois que tu as compris ce fonctionnement-là, tu comprends pourquoi. Alors, combien d'années pour arriver à un niveau compétition comme le tien? Alors, bon, ça va dépendre des gens aussi peut-être. Mais... Voilà, c'est ça en fait. J'ai eu des personnes, j'ai des copains avec qui je m'entraîne. Personnellement, ça fait 11 ans que je fais du jiu-jitsu. Ah oui, tu as commencé à l'âge de en 2005. Ah oui, d'accord. Ouais, j'ai commencé en 2005. Et j'ai commencé assez tard. Et je me suis entraîné avec des gens qui ont commencé là en 2011-2012 et qui aujourd'hui ont un niveau vraiment bon. D'accord. Et comment est-ce que tu fais d'autres sports à côté pour travailler le foncier? Parce que j'imagine que c'est longues minutes au sol. Si tu n'as pas le cardio, là, tu es mort. Le cardio, c'est pas vraiment courir, ça m'aide pas vraiment. Ouais. Ça m'aide un peu. Mais c'est un sport où tout ton corps est en contraction simultanée. Ouais. Par exemple, la musculation, je fais de la musculation, mais une musculation qui est orientée pour le jiu-jitsu. Ah oui, des mouvements qui paraissent parfois bizarres en salle, que les gens comprennent aujourd'hui parce qu'ils savent quel sport on fait et qu'on oriente nos séances pour le jiu-jitsu. Et donc, c'est vraiment axé jiu-jitsu. D'accord. C'est un peu comme ce que fait Roberto avec certains sports. Il a fait des exercices spéciaux pour le golf, spécial pour le Exactement et ça. donc il y a une musculation spéciale pour le jiu-jitsu. Exactement ça. Parce que faire un simple développé couché, c'est je vais contacter ma ceinture abdominale et mes pectoraux et mes bras, forcément le haut de mon corps. Mais simplement, voilà, quand je jiu-jitsu, quand quelqu'un est sur moi, je dois et le pousser et me déplacer. Donc même mes hanches, mes jambes vont être sollicitées. Donc c'est une coordination à laquelle je dois faire appel. Donc c'est quelque chose qui va solliciter mon corps entier. D'accord. Wow. Et donc quand tu fais un combat au jiu-jitsu, quelles sont les choses qui sont interdites? Comme ça, juste pour qu'on sache. Alors, il y a des clés qui sont interdites, tout dépend du rang de ta ceinture. Mais je vais prendre le cas des ceintures noires, là. La dernière ceinture, c'est. Alors, il y a les clés de talon. Les clés de talon. Voilà. C'est une clé qui est autorisée dans le UFC, dans le MMA et tout. Et dans certaines organisations, mais c'est avec l'année d'expérience qu'ils ont eu dans la compétition, il fut un temps où elle était acceptée. Mais au moment où tu as mal, c'est déjà trop tard. Voilà. Ah, ouais. Et c'est pour ça que ce sont des clés qui ont été interdites. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, il y a des façons aussi d'être, des positions d'être qui sont interdites parce que tu forces sur la rotation du genou, ce qui abîme les ligaments de ton adversaire. Donc, aujourd'hui, ils ont établi des règles qui ont été réfléchies et pensées avec une expérience qu'ils ont eue de la compétition au Brésil depuis des années maintenant, et pour protéger les athlètes. Mais toi, on doit quand même se faire un peu mal parfois, je veux dire, c'est pas du billard. C'est ça. Parfois on se fait mal, ça arrive, il y a des accidents qui arrivent dans tous les sports, mais on essaie de rester quand même plus long. Et plus tu es concentré sur ce que tu fais, et moins tu as de chance de te blesser. Alors, question piège que j'avais posée également à Remuera Tiniro, donc par rapport à sa carrière en taekwondo. Quel est ton meilleur souvenir de combat? C'est-à-dire, quelle est la victoire qui te laisse le meilleur souvenir? Et quelle est la défaite qui te laisse également le meilleur souvenir? Oula. J'avais dit question piège. Hein, donc. en meilleur souvenir, il y en a plein. Parce que chaque victoire, chaque tournoi que j'ai fait, ça a toujours été un plaisir. Ouais. Mais il n'y a pas un combat. Combat. Ah ouais. J'ai gagné la première édition de la NV dans ma catégorie. Ça, c'était un des meilleurs moments peut-être que j'ai eu. J'ai gagné à Hawaï. C'était un autre meilleur moment parce que je combattais devant ma famille qui vit là-bas, ma soeur qui est là-bas, mon beau-frère, mes neveux.
J'ai combattu ici devant ma famille, mon grand-père était là. J'ai combattu en France devant mes amis, devant des gens pour lesquels c'était. Et une défaite dont pas tu es fier, mais qui t'a appris des choses? C'était en 2013 au championnat du monde. Au championnat du monde. Ça se passait où ça? À Los Angeles. Ah oui. Et premier combat sur le tirage au sort, je prends le champion de titre. Celui qui allait devenir champion. Ouais. Il s'appelle Nicolas Mélégal. C'est un bon quoi. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, l'année dernière, il gagne le championnat du monde. Ah ok, c'était pas juste un hasard. Donc voilà, je me suis entraîné dur et je pense que j'ai eu un peu de mal à gérer mon stress. Parce que bon ben. Tu savais qui c'était quoi. Voilà. Je tombais un peu sur un Mike Tyson de ma catégorie. Mais dès le début, je veux dire, c'était pas un premier combat. Et donc je regrette un peu ce moment-là où j'avais manqué un peu de maturité. Et aujourd'hui c'est totalement différent. Et donc, mais j'ai beaucoup appris de ce combat parce que je me suis un peu sous-estimé en me disant que c'était le champion et tout. Mais si je pouvais rétrospectivement, tu te dis c'était à ta portée. Oui, totalement. Ah ouais. Totalement. D'accord. Bah écoute, on va attendre la prochaine fois que vous allez vous rencontrer. Comme ça. Et ce combat, il a fini comment? Une immobilisation? Soumission. Ah. Soumission, je ne paie pas soumission. Par étranglement, sur un étranglement, en fait, ce qui me rend. Enfin, j'avais travaillé ça avec notre coach, notre ceinture noire, Mike Fowler. Ouais. Avant les WED, il était venu chez moi, il dort chez moi. On a travaillé cet étranglement-là. Lui, ah oui, spécifique. Faisait ça sur moi et je défendais. Et j'ai toujours réussi à sortir, à défendre, toujours. Et ce là, ça a fonctionné. J'ai figé. J'ai paniqué. Et, ce sont des choses. Donc là, c'est vraiment le mental finalement qui a fait la différence. Qui m'a été faillant. Ça a été ça en fait. Mentalement, j'ai abandonné et ça m'a suivi longtemps. C'est une défaite qui m'est restée et qui peut-être aujourd'hui est encore là, mais qui m'apprend beaucoup. Oui, c'est une leçon. Quoi, hein. C'est ça. C'est Nelson Mandela qui disait je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ça, c'est ça. Alors, tu as sur toi un magnifique t-shirt avec un logo assez particulier. Ça nous amène un peu au deuxième volet de Rwandui Ivan, c'est le businessman. Parce que donc finalement, tu fais partie des, je ne vais pas dire chanceux, parce que je ne pense pas que la chance soit forcément le seul critère là-dedans, mais bon, des gens qui ont la possibilité de conjuguer leur passion, donc toi c'est le jiu-jitsu, avec une activité qui leur permet de vivre. C'est ça. C'est ça. Et donc, parle-nous un peu de cette partie-là de Rwandui Ivan. Alors, comment ça a commencé? Alors, après mon bac, j'ai eu la chance, ma maman m'a permis de pouvoir aller étudier en France. Donc je suis allé ma première année à Toulouse, je suis revenu, ma deuxième année sur Montpellier. Et j'ai étudié l'architecte d'intérieur. Ah oui. Le design d'espace. D'accord. Donc j'avais des cours d'art et l'année où je suis allé à Montpellier, j'ai eu la chance d'avoir un professeur d'art qui avait été professeur d'art en Polynésie, donc qui comprenait ma façon à moi de m'exprimer et tout, et qui connaissait le potentiel qu'il y avait en Polynésie. Donc, ayant vécu, je crois que si je me rappelle bien, il a vécu je crois 8 ans en Polynésie, il a été professeur à Taha, il a été professeur aussi à Ramené, et donc en fait lui me disait qu'il me fallait un deuxième plan de jeu, un plan de secours. Parce que pour lui, le design d'espace en France commençait à se développer. Donc il n'y avait pas de chance, il y avait très peu de chances que le design d'espace en Polynésie soit déjà développé. Donc après réflexion, c'était là il a raison en fait. Aujourd'hui, dans nos maisons locales, il n'y en a pas vraiment de design. On a une structure. Cherche le fonctionnel, pas trop cher, et puis voilà. C'est ça.
Et ensuite, souvent, on décore avec peut-être les meubles de notre enfance. On récupère un peu ce qu'il y a dans la maison de maman. On récupère les petits faits de mamie pour mettre, tu vois. Et donc, j'en ai discuté avec lui. Et lui, il a un salon de tatouage, il a une boîte de design, il est prof en même temps. Ah oui, il est multicap. C'est ça en fait. Et il est web designer. Et en discutant avec lui, il m'a dit, c'était mon professeur d'art, et il m'a dit, il faut que tu te lances dans le design. Il faut que tu fasses quelque chose. Parce que depuis petit, je dessine. J'ai la chance d'avoir un oncle qui est artiste, qui est professeur d'art du bois aujourd'hui, du nom de Eric Marchand. Ah oui, pas des moindres, d'accord. C'est le grand frère de ma maman. Ok. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir dessiner à ses côtés, de pouvoir apprendre. Jusqu'à aujourd'hui, j'apprends encore avec lui. J'ai une très bonne relation avec lui. Et donc, étant bon dessinateur, je me suis orienté en parallèle de mes études dans le design. Et c'est comme ça que tu en es arrivé à créer cette marque? Non, alors, en France, je faisais du jiu-jitsu. En France, je m'entraînais en France. Et avec un copain de salle et mon entraîneur de France, nous est venue l'idée de faire une marque de jiu-jitsu, d'avoir nos propres kimonos à nous. D'accord. Donc, j'ai commencé avec deux copains, enfin mon coach et un copain en France, on a créé une marque. Mais l'idée de créer une marque de kimono, ça correspondait à une envie de design, ou est-ce que les kimonos qui existaient à l'époque ne vous satisfaisaient pas? Non, c'était... Pour moi, personnellement, c'était une aventure. D'accord. C'était là, ok, je vais pouvoir m'exprimer sur ce que j'aime. Je vais pouvoir faire des kimonos que j'ai envie de faire. Je vais pouvoir étudier, approfondir mes connaissances, savoir comment ça marche, quels sont les matériaux, comment sont fabriqués les matériaux. Et c'était super. Et les kimonos de Jiu-Jitsu sont particuliers. Ça fait les mêmes que ceux du judo ou d'autres sports. On utilise on appelle ça. Enfin, il y a plusieurs matériaux qu'on utilise. Et donc, qui ne sont pas forcément utilisés au judo, et avec un grammage différent du judo. Le judo, lui, il a un kimono qui va peser 4 à 5 kilos. Quand même. Oui, c'est une armure, disons sur eux. Et nous, on a un kimono qui pèse à peu près 1,3 kg à 2 kg. Ah ouais, d'accord. Voilà, mais j'imagine que les points de renfort sont peut-être disposés différemment. C'est ça, en fait, le judo c'est obligatoire d'avoir des manches larges, d'avoir un kimono qui est large. Tu vois. Et nous, on peut le rétrécir, on peut le faire d'avoir des manches plus courtes, mais avec une dimension à respecter. Mais on a vraiment. J'ai travaillé sur des kimonos, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne compte plus les kimonos sur lesquels j'ai bossé. Et donc, j'ai travaillé dessus, on a étudié le kimono, on a étudié les formes de corps, les mesures, c'était vraiment. C'est une aventure, une belle aventure. D'accord. Très belle aventure. Donc, finalement, il y a la partie textile, ou structurelle, liée à l'anatomie, et puis il y a le design, le graphisme que vous a posé dessus. Donc tout ça t'a permis d'utiliser un peu tout ce que tu savais faire. C'est ça, en fait. Et aujourd'hui, je viens, en fait, je suis revenu de France, et donc, malheureusement pour moi, mes copains qui sont là-bas ne voulaient pas que je développe ici aussi la marque que nous avons montée en France. Donc tu as développé une autre marque. Et donc j'étais là, le business s'arrête là pour moi, et je vous souhaite bonne chance. L'avantage que j'avais, c'est que je possédais le design. J'ai tout dessiné, j'ai tout créé. Donc tout ça, je leur ai laissé, mais pour pouvoir continuer, je ne sais pas comment ils ont fait. Aujourd'hui, la marque qui est là-bas, malheureusement, j'ai pu discuter récemment avec mon copain là. Elle n'a pas tenu. Elle n'a pas tenu. Et toi, donc, ta marque, c'est Akamai. Fight, ouais, c'est ça. D'accord. Akamai, c'est un mot hawaïen, si je me trompe. C'est ça, qui veut dire smart. D'accord. Intelligent. Et donc, je suis revenu, et à l'époque, c'était difficile d'avoir du boulot et tout. Et je bossais un peu avec des copains, je designais pour des gens, et j'étais là, allez,
tant qu'à faire, pourquoi pas me lancer dans une nouvelle aventure. Pourquoi pas reproduire ce que j'avais fait en France. Donc après, avec ma compagne de l'époque, Nicolas Williams, on a monté tous les deux cette marque. Ça nous a mis du temps, 6 mois. Ouais. 6 mois. Je voulais donc vous avez créé la marque, déposer, la marque ça. est déposée, créer la boîte, toute la partie administrative. La plus longue, c'était la partie de design. C'était à deux, c'est toujours plus dur que tout seul. Ouais. Parce que comment on appelle ça, je peux dire ça, genre chacun argumente. Oui, chacun a sa sensibilité, voilà, et puis parfois ce que toi tu penses être génial, l'autre dit c'est ça. C'est pas top. C'est ça. Bon, c'est plus dur dans le sens où ça met plus de temps, mais au final, tu arrives sur quelque chose qui a une base. Parce que tout seul, dans ta simple réflexion, tu es convaincu, tu te convaincs tout seul. Donc pour toi, c'est difficile d'être exigeant envers soi-même. C'est ça. Alors que là, tu secoues le cocotier et c'est vraiment ce qui reste. Voilà, c'est exactement ça. Et donc ensuite, on est tombé sur Akamai. Et ensuite, j'ai dessiné et voilà, on a décidé de se lancer dessus. Donc ensuite, j'ai fait mes premiers kimonos avec des fournisseurs que j'ai eus. Voilà, tu trouvais les bons fournisseurs, les bons produits. Au début, j'ai fait des kimonos, j'étais pas content. Pour moi, les kimonos, ils n'étaient pas. Donc toi, en fait, tu utilises tes propres kimonos, donc tu sais si c'est un truc qui fonctionne ou pas. J'en ai déchiré, j'étais là et j'étais pas content. Mais j'ai jamais. À partir du moment où j'ai commencé à bosser avec mon fournisseur, j'étais là, je discute beaucoup avec lui sur Skype et je lui ai dit que voilà, j'étais pas content, mais que j'avais 2 solutions qui s'offraient à moi. Soit recommencer à zéro et chercher d'autres fournisseurs, soit tu as trouvé des solutions ensemble. Voilà, on établit une relation de confiance et on avance ensemble. Et c'est la décision qu'on a prise tous les deux. Donc on a continué à bosser ensemble et on a évolué petit à petit avec les moyens qu'on avait. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'avoir un kimono, d'avoir ce résultat. Même aujourd'hui, tu fournis les athlètes locaux. Je fournis les athlètes locaux. Tu exportes pas encore? Pas encore. C'est en projet? C'est ça, c'est en projet. Mais j'ai eu la chance d'avoir des ceintures noires qui sont venues du monde entier. Et le dernier qui est venu, c'est Kinan Cornelius, du top mondial, qui est aujourd'hui mon copain et qui est sponsorisé par les plus grandes marques de Jiu-Jitsu. Et qui me dit, à son dernier entraînement, il ne pouvait pas utiliser son kimono, sinon il n'allait pas être propre compatible. Donc il a vêtu le mien. Et qui me dit que jusqu'à aujourd'hui, pour lui, j'ai la meilleure coupe de kimono qu'il ait jamais mis. Par exemple, ça c'est une belle reconnaissance. C'est ça. Pour moi, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. C'est la meilleure récompense, je pense, que je peux avoir jusqu'à aujourd'hui, que l'argent ne pourra jamais acheter. Oui, bien sûr. C'est vraiment être fier de la satisfaction d'avoir fait quelque chose qui est de qualité et qui est reconnu. C'est ça. Et donc, là, tous les deux, on discute. Et lui voudrait aussi, par le futur, monter une marque de kimono pour son école qui va ouvrir bientôt. Ok. Et donc un partenariat en vue. Voilà, en fait, lui mise sur moi, sur ma coupe, mon design. Et en fait, il passerait par moi pour faire ses kimonos. Et voilà. Alors, on va suivre ça de près. Peut-être qu'on on te recevra à nouveau quand ce partenariat sera en place. Et donc, ensuite, j'ai pour l'ambition d'exporter. À travers ma marque, ce que j'essaie toujours de faire passer, c'est beaucoup de messages, beaucoup de. Il faut que nous, jeunes, il faut sensibiliser la jeunesse. Il faut que les jeunes, nous, notre pays, on soit fiers de ce qu'on a. Si j'avais les moyens de pouvoir, si on avait les connaissances et les ressources pour pouvoir fabriquer mes kimonos sur le territoire, je l'aurais fait. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas. Mes kimonos sont faits au Pakistan. Mais j'ai pour optique de développer un marché extérieur avec un prix qui sera plus élevé que sur le marché local. D'accord. J'ai pour objectif de développer ça serait en fait l'image de Treki, notre image à nous,
à l'étranger qui se développent à un prix plus élevé pour que ici mes produits sur le territoire soient accessibles à n'importe qui. Mon objectif n'est pas de... Bien sûr, c'est de faire de l'argent, c'est de fructifier, pour vivre de ce talent, c'est ça. Mais c'est pas de... C'est vraiment... Mon rêve, hein, c'est de pouvoir faire de l'exportation. J'ai acquis ça de Tito Rao, hein, qui lui aussi est un businessman hors pair, qui côtoie les plus grands. Et notre économie peut se développer seulement si nous, on prend l'argent de dehors et on l'amène chez nous. C'est logique. C'est ça en fait. De dépenser notre argent, de faire venir du matériel pour vendre ici et ensuite je reprends l'argent que j'exporte encore, ça n'a aucun sens. Donc là aujourd'hui je suis vraiment en train de travailler sur ça. Là j'ai un premier réseau qui va se développer sur Hawaï, dans un premier temps avec la présence de ma soeur à l'étranger, et j'ai un second réseau qui va être sur les États-Unis. D'accord. Et la France, je suis en discussion avec la France. C'est des belles perspectives. Alors, ça, en fait. Pour l'instant, tes kimonos ne s'exportent pas encore tout à fait, mais toi, tu t'exportes. Tu as voyagé un peu partout. Et si j'ai bien compris, demain, tu t'exportes à nouveau direction Dubaï. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu vas faire à Dubaï? Alors, c'est peut-être la chance de ma vie. Alors, dernièrement, j'étais en vacances, je suis allé voir ma frangine à Hawaï. Et j'ai mes copains d'entraînement qui sont allés sur l'Australie pour passer les qualificatifs. Malheureusement, sur les deux, il n'y en a qu'un seul qui a réussi à se hisser sur la plus haute marche du podium dans les Open et qui a bénéficié d'un package, billet d'avion, hôtel inclus, offert. Et donc, il est éligible pour aller combattre à l'une des plus grandes compétitions du monde, qui s'appelle les World Pro. À Dubaï. À Dubaï. Ça se passe toujours à Dubaï. Toujours. Ce sont les Emirates qui organisent cette compétition. Et donc, ils organisent des qualifications autour du monde entier, dans le monde entier, pour pouvoir faire venir les meilleurs. Mais tu as la possibilité de t'inscrire. En open, alors. C'est ça, en fait, hein, sans avoir passé les qualificatifs. Mais ça engendre un prix. Ouais, c'est toi-même qui finance. C'est ça, c'est un prix. Et donc, mon copain Danigela, qui est aussi mon professeur aujourd'hui. Danigela, une autre pointure du sport. C'est ça. Et donc, c'est dur de voyager tout seul, c'est dur d'aller combattre tout seul, sans soutien. Déjà que quand on parle aux États-Unis, on est peut-être 3, 4. Et en face, tu as 50, 100 Brésiliens d'une école. Donc, c'est pas évident. Et donc, il m'a demandé si je pouvais l'accompagner. Et j'ai réfléchi, j'ai fait appel à mes sponsors et qui ont bien voulu me suivre et que je remercie aujourd'hui. Mon sponsor qui est aussi mon patron. On le salue. On a l'impression. Et donc, j'ai la chance de pouvoir aller cette année. Je ne sais pas si j'aurai cette chance une deuxième fois dans ma vie. Et j'ai la chance cette année de pouvoir le faire. Et donc, je me prépare depuis janvier. Je me préparais pour les Worlds qui se passent le mois prochain. Ouais. Et donc, en fait, par la force des choses, voilà, il y a celle-là et je vais la prendre comme elle vient. Ouais. Et donc, c'est vraiment un rêve pour moi. Je m'accroche à ce rêve depuis que je suis ceinture blanche, pour combattre les meilleurs du monde. Et alors, à Dubaï, est-ce qu'il y a une chance que tu rencontres à nouveau Non, parce qu'il est passé ceinture marron, ouais, et que je suis toujours violette. Mais, les ceintures se combattent, enfin je veux dire, c'est par niveau de couleur. C'est ça, et de poids. Et donc, mais il y a d'autres très bons gars. Il n'y en a pas qu'un seul dans le monde. Et donc, voilà, je vais aller et affronter les meilleurs du moment. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, mais aujourd'hui, notre Jiu-Jitsu en Polynésie, il fait partie des meilleurs du monde. Oui, c'est assez surprenant, hein, parce que, bon, on a une population assez réduite, on n'est pas nombreux, mais on voit qu'il y a quand même un vrai potentiel pour les sports de combat chez nous. Hein, c'est peut-être, je ne sais pas à quoi ça tient, peut-être à la mentalité un peu guerrière du Polynésien, où à la fin
façon dont ça s'est structuré peut-être. Mais c'est étonnant de voir la proportion de champions qu'on arrive à sortir dans les sports de combat par rapport à notre population. Je sais pas ce qu'il fait, c'est peut-être aussi notre, je sais pas, c'est peut-être notre éducation, notre culture, ça fait partie de nous. Ce sont des choses qu'on ne ressent pas forcément, mais qu'on ne connaît pas forcément, qu'on ne sait pas qu'on a ça en nous, mais ce sont des choses qui font partie de notre histoire. Notre belle Polynésie a une histoire fabuleuse. Donc les Français sont arrivés avec le bateau, ils ont fait la guerre à des aborigènes qui se sont défendus avec ce qu'ils avaient. Et donc au jour d'aujourd'hui, ça fait partie de notre histoire et je pense que c'est la base de tout. Pour moi, notre histoire, notre drapeau a une histoire, tout a une histoire chez nous et le plus beau, le magnifique, c'est de faire connaître ça au monde. C'est vraiment à travers ce qu'on fait, à chaque fois qu'on part combattre, avec Dani, on a une philosophie, on part vraiment combattre pour les couleurs de notre Fénois. Des ambassadeurs. C'est ça en fait. On essaie de défendre notre île. Parce que forcément, les gens à l'étranger ne diront pas ah, toi tu es un top team. Non, ils verront ah, oh, toi tu es de Tahiti. Ok, Tahiti is good. Hein? Là, ah oui, ça va. Et toutes les pointus du jiu-jitsu qui viennent aujourd'hui en Polynésie reconnaissent qu'on a un jiu-jitsu qui est vraiment bon. Ben écoute, Rouhani, on arrive aussi, Rouhanoui, pardon, j'ai du mal avec ce prénom. On arrive au terme de notre émission, je pense qu'on a passé un bon moment à discuter. Si tu avais un dernier message à adresser à notre jeunesse de Fa'a et puis à la jeunesse de la Polynésie dans son entièreté, quel serait ce message? Déjà, le premier message, c'est ma passion. Je veux partager ma passion avec tout le monde. Si on a qui veut laisser le jiu-jitsu, allez dans les salles, rendez-vous dans les salles, faites le premier pas. Et je pense que toutes les salles de jiu-jitsu seront prêtes à vous accueillir. Que vous soyez jeune, moins jeune, que vous soyez un peu plus fort, moins fort, il n'y a pas de critères pour faire du jiu-jitsu. Le jiu-jitsu, ça peut plaire à n'importe qui. Et ça, c'est le message que je passe aux jeunes, d'aller dans les salles s'entraîner. Parce que savoir se défendre et se battre dans la rue, c'est deux choses différentes. Et je préfère nettement savoir me défendre que d'aller me battre dans la rue pour apprendre à me défendre. Donc, ça ne sert à rien de se taper dessus. Il y a tellement de belles choses à faire dans la vie. Hein. Et j'encourage tout le monde à continuer à faire ce qu'ils font de mieux et de vivre leur passion. Et surtout, ne jamais oublier d'où l'on vient, nos racines, et partager l'image de notre belle Polynésie à travers le monde. Rouhanoui, je te remercie. Donc, ne jamais oublier d'où on vient pour aller le plus loin possible. Et pour toi, c'est Dubaï, samedi. On te souhaite bonne chance et on est sûr que tu vas nous ramener des médailles. Merci. Marou. J'espère. Merci.